Ce soir, je suis avec Cléora, qui est vulgarisateur, qui est vidéaste, et on va prendre le temps de discuter un peu ensemble. Donc voilà, je disais au moment où Nano67 m'a interrompu, à raison, heureusement que tu nous as dit qu'il n'y avait pas de Mm. son, qu'il y avait les commandes encore ce soir, donc les commandes que vous pouvez taper en utilisant le point d'exclamation et le mot-clé. Les commandes sont dans le titre du live, mais je vous les redonne. Donc vous avez point d'exclamation invité qui sert à avoir une mini bio de Clément qui est là ce soir et un lien vers son profil Twitter. Vous avez le point d'exclamation lien qui va vous emmener. Alors je sais même plus exactement ce que j'ai mis dedans, mais j'ai dû mettre ton site Clément qui s'appelle Ok. clémentlecole.fr si je ne m'abuse. J'ai mis aussi le lien vers le podcast Science. Voilà, ah bah tu me l'as mis. Vers le podcast Science dans lequel tu interviens, mais on va détailler ça juste après. Et vers ta chaîne YouTube. Voilà, voilà. Et ben je crois que c'est tout bon. Donc Clément, voilà, Cléora, c'est ton pseudo. Donc voilà, tu as la vingtaine, une bonne vingtaine, si j'en crois ta bio sur ton site. Ouais. Tu viens de Presque une Normandie, trentaine maintenant, ouais. Mais pas encore. où tu Ouais. es ce soir, c'est ça. Mhm. Euh, donc tu es rédacteur, tu rédiges des textes de vulgarisation et tu es aussi Entre monteur autres, ouais. vidéo, pas seulement pour ta chaîne YouTube, mais Ouais. pour d'autres chaînes vidéo, si j'ai bien compris ce qui se C'est passait ça, sur ouais. ton site, c'est ça, ok. Mhm. Et tu te décris aussi comme médiateur scientifique. Alors, moi j'ai utilisé le mot vulgarisateur, tu préfères celui de Ouais. médiateur? Ouais, parce que je parle, le mot vulgarisateur est quand même le mot vulgaire dedans, que j'aime pas trop. Mais bon, c'est la Ouais, je même chose comprends. pour moi. T'es pas le seul à J'utilise un trouver que... synonyme aussi, ouais. Ok, donc médiateur, c'est parce que tu conçois plus ton rôle pour faire l'intermédiaire entre le monde de la recherche et celui du grand public, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, ouais. Et, euh, et alors, sur ton site, donc, tu expliques que ta passion, c'est de raconter des histoires. Et tu as même une citation qui est mise en exergue où tu dis l'humain est une machine à histoire. Euh, Cet intérêt pour la narration, pour les histoires, ça devient d'où? Alors, ouais. En vrai, je sais pas trop d'où est-ce que ça vient, mais depuis tout petit, j'aime bien écrire tout ça. En fait, depuis tout petit, j'utilisais l'écrit en fait pour mettre des informations au même endroit. Ouais. Parce que, en fait, l'écrit me servait en fait une sorte de base de données, en fait, avant même d'utiliser un ordinateur. Et comme j'étais curieux de beaucoup de choses, en fait, ça me permettait de me retrouver où est-ce que j'en étais. Parce que durant mon enfance, par exemple, je m'intéressais à l'ornithologie, même aux conflits israélo-palestiniens, en passant par écrire Ah mes ouais. propres vacances, etc. Donc, Ah quand je même. m'intéressais à beaucoup de choses. À quel âge? Ouais. À quel âge tu t'intéressais à tout ça? Durant mon enfance, je m'intéressais à plein de trucs comme ça. Ouais. D'accord. Ah ouais, Puis c'est même dans le précoce, style hein. d'écrit. Je t'avoue que moi, le Ah conflit ouais, mais israélo-palestinien, ça m'est pas venu avant un bon moment. moi, je trouvais ça bizarre, en fait, que deux peuples, enfin, juste côte à côte, comme ça, depuis très très longtemps, n'arrivent pas à cohabiter, alors qu'ils cohabitaient avant. Enfin, je trouvais ça bizarre. Je trouve toujours ça bizarre, d'ailleurs. Puis même dans le style d'écriture, j'ai évolué, parce que, par exemple, quand j'étais petit, j'étais capable de passer des heures et des heures devant une fenêtre pour écrire de manière comme un scientifique ou un naturaliste, d'écrire les comportements des oiseaux, par exemple, qui passaient dans la fenêtre. Ouais, d'accord. Et plus tard, durant mon adolescence, j'ai même écrit plusieurs pages à 4, mais cette fois-ci comme un roman en fait. Donc j'écris vraiment beaucoup de choses. Moi, l'écriture, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et Ok. aujourd'hui, ça s'est évolué même jusqu'au montage vidéo, que je trouve ça comme une narration euh, avec des sons et des images carrément, que je trouve beaucoup plus intéressant aussi. D'accord. Euh, alors du coup, maintenant donc tu fais de la vidéo, tu as ta propre chaîne. D'ailleurs, je vais vous la mettre tout Ouais. de suite. Hop là, je vais vous la montrer, qui s'appelle Psychomap. Alors, je vous la montre tout de suite. Voilà, tac, ça a l'air de marcher. Donc voilà, c'est ta chaîne YouTube sur laquelle tu parles de psycho. Mhm. Euh, Tu l'as lancée il n'y a pas longtemps, je crois.
Ouais, je l'ai lancé cet été quand j'avais un peu de temps. Ouais. D'accord. Et donc, tu as eu envie parce que c'était, comme tu disais, le son et l'image que tu pouvais utiliser, alors qu'avant, avant de lancer cette chaîne YouTube, tu intervenais pas mal sur le podcast science, et du coup, là, c'était que du son. Et tu avais besoin de Ouais. l'image pour transmettre En aussi des choses. Ouais, en fait, l'image, je trouve ça, c'est plus un. C'est pas vraiment quelque chose d'essentiel pour moi encore. C'est vraiment le son qui est le plus essentiel, et Ah puis ouais, mettre un rythme dedans. J'ai ouvert ma chaîne YouTube avec des images en plus parce que je faisais le montage vidéo à côté, je connaissais le truc, quoi. Donc ça d'accord. permettait de combiner les deux, ce que j'aimais bien faire, à la fois la vulgarisation et du montage vidéo. Ok. Et alors, ouais, donc tu as cette chaîne YouTube, tu es intervenant régulier, alors je vous montre aussi sur le podcast Science. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découvert. Euh, et d'ailleurs, le dernier numéro du podcast Science que vous voyez là, le 458, mais où est donc ma mémoire, c'est Cléora qui l'a fait en grande partie. Ça s'est passé comment d'ailleurs pour ce numéro? C'est toi qui a écrit le texte? Ouais, ouais, ouais. Alors, tu travailles comment au podcast Science? En fait, il y a une personne qui écrit un texte et alors il y a beaucoup de monde, c'est un collectif. Tu fais quoi? Tu Mhm. les fais relire? Tu as des remarques de tes collègues? Ouais, alors, au début, à mon entrée dans Podcast Science, oui, je faisais relire quand même aux personnes parce que je me sentais pas trop légitime à développer des sortes de dossiers ou des petites chroniques scientifiques, quoi. Et maintenant, on se connaît un peu tous et on se fait un peu tous confiance. Maintenant, ça va. Donc, dans notre équipe, en ce moment, on a donc Joanne, plutôt vers l'astrophysique, astrophysicien, cosmologie, etc. Mhm. On a Alexa, qui est plutôt vers la biologie, c'est une fan des chauves-souris. Ok, On a Pierre Kerner aussi, un grand vulgarisateur francophone sur la biologie. Et on ok. a aussi Eléa aussi qui vient souvent aussi sur la biologie. Donc on a à peu près tous notre champ de recherche un peu particulier. On a entre la physique, la biologie, la géologie, etc. Et puis moi, plutôt, j'essaie d'apporter un peu de sciences humaines depuis quelques mois. Et tu es le seul à faire des sciences humaines au podcast Science ou il y en a d'autres? Dans l'équipe, ouais. Ouais, ouais. On a déjà invité pas mal de personnes qui étaient spécialistes, justement, plus experts dans leur domaine, oui, mais dans l'équipe, je suis le seul qui fait les sciences humaines. D'accord. Et tu considères que les sciences humaines sont... pour toi, elles sont comme les autres sciences? Est-ce qu'il y a une différence entre... Tu fais une différence entre les sciences qu'on appelle dures et les sciences humaines? Alors, ouais, moi j'avais un professeur, un enseignant à l'université quand j'étais en psychologie, qui, au lieu de dire sciences molles et sciences dures, il disait sciences complexes et les sciences dures, les sciences appliquées. J'aime bien ce principe-là parce que c'est vraiment ça. Les sciences humaines, on a trop de variables qui se entrecroisent entre elles, en fait, Ouais. pour dire vraiment qu'on peut tirer des lois, en fait, carrément. Ouais, C'est plus compliqué que la loi de la gravitation ou... voilà. Ouais. Euh, On peut pas résoudre ça en une équation, quoi. mm. Puis Mais, et même, toi, donc, tu t'emploies pas trop les termes sciences dures, sciences molles? non, 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 j'évite de les utiliser, ouais. Ouais. Ok. Il y a Et... déjà, ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, il y a déjà beaucoup de préjugés sur les sciences humaines, etc. Donc, encore appuyer ça sur les sciences molles et nous-mêmes l'utiliser, bon, on va peut-être éviter quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, du coup, c'est ce que je voulais te demander. Ouais, t'es confronté un peu à des préjugés sur les sciences humaines. Ouais, 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 bah, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la vulgarisation, en fait. Quand je suis entré en psychologie, en université, en neuropsychologie, j'ai eu beaucoup de préjugés des personnes comme quoi la psychologie, c'était quelqu'un qui était derrière une personne et qui attendait, quoi. Donc, comme quelqu'un sur le divan, et typique de la psychanalyse, en gros. C'était juste ça la psychologie pour eux. Alors qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a la psychologie du travail, psychologie du développement, psychologie cognitive, et il y a même en lien avec les neurosciences, etc. C'est énorme, quoi. Mhm. Et c'est à partir de là, en fait, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, en fait, une sorte de débunkage, en fait, des préjugés que les gens avaient dessus. Je commençais comme ça. D'accord. Alors du coup, t'as un parcours un peu atypique. Mm. T'as été à la fac, à l'université.
Tu as fait de Ouais, la physique appliquée, c'est ça? ouais. J'ai fait 2 ans en DUT mesure physique, ouais. D'accord. Et après, tu as bifurqué vers la psychologie, la neuropsy. Mm. Ouais, ouais. Et là, tu es allé Ouais, jusqu'où? et je suis allé jusqu'en master 1 D'accord. en neuropsychologie. En fait, pour résumer toutes mes études supérieures, côté cours et théorique, pour moi, ça s'est toujours bien passé. C'est plus dans le côté de la pratique, quand j'arrivais au stage ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, par exemple, en mesure physique, moi, tout ce qui est théorique, tout ce qui est comprendre les choses, apprendre les choses, moi, ça m'intéressait super, super, quoi. ouais, Et tout allait bien, mais c'est au niveau du stage que ça allait pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi ça a bloqué. Donc, au niveau du stage, au niveau de l'utilité mesure physique et au niveau aussi en psychologie, au niveau de stage de la psychologie appliquée, en psychologie clinique, c'est que en fait, j'ai un fonctionnement cognitif assez atypique. En fait, j'ai un fonctionnement autistique, en fait. J'étais d'accord. diagnostiqué depuis peu de ça. Donc, c'est une sorte d'explication de mes échecs par rapport à la pratique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout d'apprendre, en fait, de connaître les mystères du monde, Ouais, pas de pratiquer, en gros, quand j'arrivais. Donc, c'était pour ça que quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé en physique, parce que le but, c'était d'apprendre comment fonctionne le monde. Donc, apprendre comment fonctionne le monde grâce à la physique, quoi. Rien de plus classique, on pourrait dire. ouais, Et puis, en fait, est venu un moment, donc, non seulement il y avait le stage, où, voilà, ça m'a bloqué, mais aussi au niveau de la réflexion, en fait, il y a un moment, en fait, où on comprend toutes les lois physiques, etc. Mais au bout d'un moment, pour comprendre le monde, je suis arrivé à une sorte d'épine dans le pied, en gros, c'est la variable humain, quoi. Je suis arrivé sur la variable humaine parce qu'on perçoit le monde à travers un corps et lui-même qui est baigné dans une certaine culture. Et mhm. donc on voit différemment le monde, donc physique, en fonction des différentes cultures, en fonction de comment on a été éduqué, etc. Donc j'ai aussi quitté la physique pour arriver en sciences humaines pour développer ce point-là aussi, justement. C'est ce raisonnement-là qui t'a amené à changer depuis la physique appliquée aux neurosciences? Ouais, 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 ouais. J'ai même hésité entre philosophie et psychologie, et finalement, j'ai pris psychologie pour le côté. Normalement, c'est une science. Au début, j'avais le préjugé aussi. Je ne savais pas que c'était trop une science, quoi. Ok. Et donc, tu es allé jusqu'en Master 1. Ouais, Ça s'est arrêté en Master 1 parce que tu avais du mal à tes stages, ça s'est arrêté pour d'autres raisons? ouais, c'est pareil. Au niveau du stage, au niveau de la pratique clinique, en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec les gens, en fait. D'accord. Euh, euh, de par mon fonctionnement atypique, neuroatypique, en fait. Je pouvais faire ça, quoi, une petite matinée, mais toute une journée ou toute une semaine, ça me C'est bousillait compliqué. l'énergie, quoi. C'était énorme. En même temps, c'est vrai que c'est pas évident Ouais. d'avoir un rapport avec les gens. C'est quelque chose qui demande C'est beaucoup de pas travail. évident de base, mais Ouais, en plus, voilà. mais en tant que psy, ouais. Et donc, tu as décidé d'arrêter après ce M1. Ouais, T'as ouais, pas pensé à faire un M de recherche, par exemple? ouais, à continuer la recherche, ouais, ouais. J'y ai pensé, mais comment dire, en fait, ouais, en fait, j'aurais pu continuer dans la recherche parce que finalement, ça réunit deux disciplines qui m'intéressent parce que j'aime toujours apprendre quelque chose de plus sur un domaine particulier, donc c'est plus dans la recherche. Ouais. Et même dans l'enseignement, j'aime bien aussi transmettre les choses et synthétiser les choses, donc ça Mhm. aurait pu me plaire. Mais l'ambiance en fait que j'ai reçue dans les quelques mois que j'ai fait dans la recherche, ça m'a pas du tout plu en fait. J'ai trouvé ça hyper frustrant. En fait, euh, en plus d'être, en fait aussi j'ai trouvé un écart en fait qui avait énorme entre ce qu'on faisait en recherche, donc les faits scientifiques sur quoi on cherchait, etc., et les connaissances de la population qui n'est pas dans la recherche en gros. Ouais. Et j'ai trouvé un énorme écart entre les deux. Et ça, c'était aussi une des motivations pourquoi je me suis lancé dans la vulgarisation. J'ai trouvé un énorme écart entre ce qui se faisait dans la recherche et ce qu'on connaissait, nous, enfin, toute personne au quotidien, quoi. Ouais. L'état des Ça connaissances scientifiques et l'état des connaissances des gens, oui, c'est vrai que ouais, c'est très différent. Euh, Il y a aussi Lutine Brimborion qui est là, qui dit souvent tu cherches des budgets aussi. Il y a absolument. tout ce versant-là dans la recherche qu'on Ouais, qu'on présume pas forcément, surtout quand on est à la fac et qu'on débarque dans ce milieu-là, mais voilà, il y a le côté un peu compétition pour avoir un budget, compétition pour, voilà, pour ouais, pouvoir publier.
c'est un milieu qui est pas évident et il suffit pas juste de se dire j'ai envie de chercher des choses, d'apprendre des choses. Malheureusement, il y a des côtés Ouais, plus compliqués quand ouais, ça. quand on veut s'y mettre, Bah, quoi. moi, Tu y as été j'ai confronté, reçu j'imagine. ouais, j'ai reçu tout ce côté négatif de la recherche en pleine face, en fait. Bon, déjà, la recherche, c'est long. Le côté de publier les choses, etc., c'est hyper long. Ouais, c'est assez frustrant. Mais oui, il y a aussi donc, le fait de rechercher continuellement ouais, de l'argent pour bricoler des expériences, en fait. C'est presque, dans la recherche française, c'est presque ça. On bricole des choses avec ce qu'on nous donne comme moyen. Et ouais, puis aussi même les guerres de chapelle, etc. Puis même, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en sciences humaines, on a carrément des enseignants-chercheurs qui font presque des choses qui ne sont pas scientifiques, en fait. Ils diffusent leurs petites théories qui sont même pas appuyées par des données scientifiques, en fait. J'ai vu pas mal ça en sciences humaines aussi. Y, y Ça a compris pris un peu aussi, par des profs qui publient, par exemple. ouais, ouais, même par des enseignants par exemple, qui m'enseignaient des cours à l'université, ils enseignaient leurs petites théories qui n'étaient pas valides scientifiquement, qui n'étaient pas basées sur des données scientifiques. Et ça m'avait presque choqué, en fait. Parce que je Est-ce me que dis déjà que on a ouais. envie d'en savoir plus, là, des exemples? Ah, en fait, j'ai pas envie de dire Sans des donner de exemples, nom, hein, sans donner de nom. ouais, parce que j'ai pas envie d'afficher les personnes aussi. Mais, par exemple, il y a une grande vague où il y avait l'idée d'un deuxième cerveau, en fait, le cerveau entérique, le cerveau par rapport aux intestins, comme quand il y a beaucoup de neurones autour des intestins, etc. Mhm. Et il y avait une personne qui avait créé une théorie selon quoi les deux cerveaux étaient reliés ensemble et beaucoup de maladies, machin, étaient liés ensemble. Sauf qu'il n'y avait rien de prouvé à l'époque, quoi. Et voilà, on nous enseignait ça comme des vérités vraies alors qu'il n'y avait rien de prouvé à l'époque, Ils étaient pas par très exemple. prudents, quoi. Ouais, ouais. Et ça m'avait choqué à l'époque. Parce que déjà que les sciences humaines ne sont pas très vues comme des vraies sciences, entre Mhm. guillemets, comme des sciences molles. Si Ouais. en plus des enseignants-chercheurs attitrés en plus à enseigner en fac, eux-mêmes diffusent des théories qui ne sont pas appuyées scientifiquement, je dis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Bah oui, je comprends. D'accord. Et toi, du coup, je sais pas si tu as fait de la recherche. Je me rappelle moi, que j'ai fait un M1 de psycho aussi. On avait quand même un master, un mémoire, Ouais. pardon, un mémoire à Moi, j'ai fait rendre. un mémoire. T'en Ouais, as fait un aussi? ouais, ouais. C'est- D'ailleurs, avec une directrice de recherche, Maria Augustinova, super bien. C'était sur quoi? Alors, c'était sur le test de Stroop. Alors, si vous connaissez pas la personne, donc c'est en fait, c'est le fait de lire les mots, ce qui est écrit, par exemple bleu, rouge, vert, mais écrit bleu, c'est-à-dire de toutes lettres, rouge, de toutes lettres, vert, de toutes lettres, mais colorer les mots qui sont colorés d'une autre couleur. Et le but du jeu, c'est de dire la couleur du mot et non de ne pas lire le mot. Ça, c'est le test de Stroop, par exemple. Ce Je vais qui vous le mettre, le chat, vous allez devrait pouvoir... normalement. Attention, Oui. le test de Stroop. Il est là. Hop là, vous allez pouvoir tester. C'est pas facile, hein. Je me rappelle, j'ai Ouais. découvert ça en psycho aussi. Voilà, donc en gros, il faut lire le mot, c'est ça, et pas donner la couleur des lettres. Non, c'est l'inverse. C'est Il faut l'inverse. donner la couleur du mot sans lire le mot de toutes lettres. Ok, tu vois, Parce mes que souvenirs étaient flous. Ok, donc il faut ouais, inhiber la partie du cerveau qui lit le c'est ça. mot pour regarder juste la couleur, quoi. Voilà. Et justement, on l'utilise en neurosciences, enfin en neuropsychologie, pour étudier ce qu'on appelle l'inhibition, ouais. Pour inhiber la lecture qui est presque automatique, en fait, Ouais. par rapport à une dénomination de couleur. Et mes travaux de Maria Augustinova, les travaux de Maria Augustinova et le mémoire sur lequel je faisais avec elle, c'était pour remettre en question comme quoi ce test mesurait plusieurs choses encore que l'inhibition. En fait. Il y avait encore plusieurs choses à l'intérieur. On pouvait être beaucoup plus précis que ça. D'accord. En gros. Tu pouvais voir d'autres choses à travers juste le test, quoi. Ouais. En gros, qu'on aurait une inhibition non seulement cognitive, donc inhiber le fait de lire le mot pour dire la couleur, mais aussi une sorte d'inhibition motrice. C'est-à-dire que pas appuyer sur le bouton de la lecture du mot, mais le bouton de dénomination de la couleur. En gros, qu'il y a plusieurs processus qui doivent être inhibés à l'intérieur de notre fonctionnement cognitif. Ça veut dire que, si je comprends bien, en fait, on a, en gros, si je lis le premier mot, là,
si je lis jaune dans ma tête, mais que je dois appuyer sur vert, je dois pas seulement inhiber dans ma tête, mais il y a mon doigt qui va avoir envie d'appuyer sur jaune, c'est ça? Exactement, ouais, ouais, Et il c'est faut que ça. je freine mon doigt pour appuyer sur la touche verte à côté. Exactement. Et Ok, nous, on avait même utilisé des petits électromyogrammes, donc des petits capteurs pour mesurer l'électricité dans les muscles, pour ah ouais, bien vérifier que on a un sursaut dans le fait d'appuyer dessus. Ouais, d'accord. ouais. Ah ouais, ça va plus loin que juste dans le cerveau, quoi. Ouais. D'accord, ouais, ça devait être intéressant. Ah ouais. Et du coup, tu l'as soutenu, ce mémoire, ça s'est bien passé? Alors, du coup, je ne l'ai pas soutenu parce que j'ai arrêté avant le niveau du stage. T'as arrêté Mais avant. sinon, le mémoire, même moi, j'étais fier du truc que ça a donné. D'accord. Normalement, ça aurait roulé comme sur des roulettes si je l'avais fait. Soutenu en tout cas. Ok. Et donc tu disais qu'il y avait aussi ce côté qui t'avait marqué, qui était que il y avait une grande différence entre ce qu'on savait à la fac et dans les milieux autorisés et ce que le grand Ouais. public savait. Et donc, c'est ce qui t'a donné envie, en sortant de la fac ou plus tard, de vulgariser, de faire cette médiation entre les travaux des scientifiques et le grand public. Euh, ouais. Alors, comme je t'ai dit, en fait, j'ai commencé avant même de le savoir durant mes études, en fait, que ça s'appelait la vulgarisation. Comme quoi, j'expliquais les termes scientifiques ou les biais cognitifs que les personnes disaient, par exemple, tous les jours, quoi. Mais oui, le fait de vulgariser, en fait, en fait, même en sciences humaines, je pourrais dire que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un sacré défi. Parce que vulgariser et énoncer des faits scientifiques en psychologie, donc plus globalement en sciences humaines, c'est difficile parce que toutes les personnes, déjà, ont leur petite opinion. Toute personne étant déjà elle-même humaine, quoi. On est tous déjà en contact avec d'autres humains et Ouais, on y compris croit les alors, chercheurs. voilà, y compris les chercheurs, oui. Et, et on s'y croit donc déjà, en fait, expert en psychologie humaine parce on est toujours au quotidien en rapport avec des humains. Donc on se croit expert. Donc, on pourrait même dire ça en extrapolant. Certains vivent en France depuis tout petit et pensent avoir une certaine expertise de ce qu'est être à la France, etc., quoi. Enfin, c'est caricatural, mais c'est un peu l'idée. Mhm. On essaie de confronter les faits Non, on comprend. scientifiques aux croyances et opinions des personnes voilà, en sciences humaines. Tout ça, c'est un peu ça. D'accord. En fait, on Et confond donc, souvent les opinions aux faits établis. ouais. Et ça, donc comment tu as commencé à vulgariser? Comment tu as commencé à faire connaître ce que tu avais envie de faire connaître? Est-ce que ça a commencé avec le podcast Science? Est-ce que ça a commencé autrement? Alors, on pourra dire que ça a commencé par Podcast Science, oui, réellement. Mais avant, je faisais ça dans des commentaires sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Ouais, c'est déjà de Mais la ça a vraiment vulgarisation. commencé. Ouais, ouais. Mais en fait, même quand j'étais adolescent, je faisais un peu ça parce que j'avais une grande passion quand j'étais adolescent, c'est la Formule 1. Donc le fameux sport automobile où tu as des pilotes qui tournent en rond comme des fous sur un circuit, hein. Et en Je fait, vois. quand j'étais adolescent, j'étais grand fan de ça. Et sur les forums francophones, j'écrivais déjà presque des articles entiers pour vulgariser pourquoi un tel élément mécanique ou tel élément aérodynamique changeait en fonction du Grand Prix, en gros. Ouais, Je faisais déjà un peu ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait venir dans la rédaction aussi sur les sites internet. d'accord. Mm. Et donc, comment ça a commencé d'ailleurs quand tu es arrivé au podcast Science? C'est quoi? Il s'est passé quoi? T'as postulé? T'as demandé si tu pouvais intervenir? Alors, au début, ça a commencé parce que je voulais offrir la possibilité de mettre les podcasts sur YouTube, en fait. Donc, en fait, je vais monter des petites vidéos simplistes pour les mettre sur YouTube et offrir à la podcast science, le fait de pouvoir être sur YouTube aussi. D'accord. Donc, développer toutes les plateformes les plus possibles. Donc, quand je suis rentré dans l'équipe, en fait, d'abord comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des chroniques. Et puis, je suis arrivé à faire des dossiers en apportant beaucoup plus de sciences humaines, justement. Parce que c'était beaucoup très biologie, physique, chimie. On tournait un peu D'accord. rond là-dessus, quoi. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça au podcast Science, ces dossiers sciences humaines? Ça fait pas longtemps, ça va faire quelques mois. Là, je suis D'accord. dans Podcast Science, ça va faire un an, peut-être un peu plus, peut-être 2 ans, un an et demi, 2 ans. Mais mes Ok. vrais dossiers, oui,
c'est l'hypnose et la mémoire, là, les deux que j'ai sortis là. Ouais. Ça, c'était deux gros dossiers que tu as fait récemment, c'est ça? Ouais, ouais. Sinon, j'avais essayé d'en faire un sur l'épistémologie aussi, entre croyance et connaissance. Ouais. Mais avec le recul, je n'étais pas assez mature pour faire ça, je pense. C'est un sujet compliqué, l'épistémo, hein. Ouais, en On a plus. eu ici un philosophe des sciences il n'y a pas très longtemps, Philippe Hunman, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un philosophe de la biologie en particulier, et c'est vrai que on a discuté un peu avec lui, mais c'est ardu hein, comme truc, Ah ouais, c'est pas c'est forcément compliqué. facile d'accès. Mm. Ok, alors du coup, ton premier vrai dossier, c'était celui sur l'hypnose, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur l'hypnose. Et celui-là, t'as moins eu de mal à le mettre sur pied? Ça s'est passé comment? J'ai mis tout doucement tout l'été pour le faire, tout Ok. doucement. J'ai pris mon temps. C'est parce que, comme j'ai dit aussi avant, j'aime bien apprendre aussi à la base, quoi. C'est c'est pas non plus juste pour faire un dossier, j'aime bien Mhm. apprendre, et puis j'essaie de synthétiser les trucs. Par exemple, quand j'ai fait le dossier, ça fait quoi, une vingtaine de pages à 4, mais j'avais aussi une cinquantaine de pages de notes à 4 à côté qui servaient à Ah rien, quoi. oui, quand même. Moi, quand je m'intéresse à un truc, c'est vraiment, bah, pour le coup, j'ai vraiment un fonctionnement autistique là-dessus, quoi. Je suis à fond dedans, quoi. D'accord. Bah, c'est bien, du coup, tu devais être vraiment calé au moment où tu as fait où t'as Ah fini ton bah ouais. dossier. Et, et du coup, où est-ce que tu es allé chercher tes sources? C'était quoi? C'était des bouquins, des recherches publiées dans des revues scientifiques? Ouais, alors, des recherches en revue scientifique, ouais. Bouquin, moins. D'accord. J'avais un bouquin plus. Ouais, enfin. J'avais un bouquin sur la transmission synaptique qui parlait aussi un peu d'hypnose, mais vraiment, c'est pas mes sources préférentielles. La vulgarisation scientifique sur YouTube aussi, ça, moi, j'utilise souvent ça. Les podcasts, beaucoup maintenant. Ouais. Podcasts francophones ou anglophones. Et oui, ou les articles scientifiques que j'utilise, ouais. Et est-ce que tu interroges des fois des chercheurs? Alors, ça m'est jamais arrivé pour l'instant, parce que je comprenais le concept, et puis pour moi, ça T'avais pas m'apprenait. besoin? Ouais, ça me demande. En fait, ça aurait plus dérangé la personne plutôt qu'autre chose que de l'interroger. Mais ça m'intéresserait, par exemple, sur l'hypnose, par exemple, où j'avais beaucoup pris des publications des universités de Belgique, qui sont assez calées sur les neurosciences à côté de l'hypnose, tout ce qui est méditation, etc. Mhm. Et ça m'intéresserait plus tard, par exemple, oui, de contacter un ou une chercheur dans ces équipes-là, pour faire un dossier ensemble, peut-être sur Podcast Science, qui sait, on sait pas. Ok. Ça m'intéresserait, oui. Ok, on a le sujet en avant-première ici. Peut-être un prochain dossier. D'accord. Et alors, je voulais t'interroger un peu plus sur le sujet de la psycho. Mm. Euh, nous aussi, dit Lutine Brimborion, apparemment le sujet intéresse d'autres personnes, pas seulement toi et moi. Euh, dans ta chaîne YouTube, que je vous remets ici, donc tu parles un peu, la psycho c'est quoi? Notre psyché, la boîte noire. Euh, tu veux parler de psychologie scientifique. Alors, est-ce que pour toi ça s'oppose à une psychologie non scientifique? Ouais, en fait, j'insiste sur la psychologie scientifique, encore une fois, parce que on a trop de psychologie de comptoir, en gros, qui circule ici et là. Donc, des pseudosciences au coaching, en passant par le développement personnel, quoi. Mhm. Et enfin, puis même à l'université, hein, j'en ai un peu parlé déjà. Enfin, voilà, quoi, il y a trop de psychologie de comptoir qui parle ici, quoi, qui est un peu partout. Donc, c'est pour ça que je suis insiste sur la psychologie scientifique. Et quand je veux dire psychologie de comptoir, c'est parce qu'il y a des vérités en psychologie qui n'en sont pas et qui traînent ici et là, qui ne sont pas démontrées scientifiquement, en fait. T'as Par des exemple, exemples? ouais, par exemple, genre quelqu'un qui dit qu'il est trop vieux pour apprendre. Ça, c'est une sorte de petite connerie de dire ça, par exemple. Ou alors que le malheur est là pour en tirer du positif. Ça, c'est très spirituel, mais c'est une bêtise relatée à la psychologie, mais qui ne sont pas démontrées scientifiquement, par exemple. C'est vraiment la psychologie de comptoir. Oui, d'accord. Et Mm. donc, est-ce que tu peux... Alors, tu racontes dans une de tes vidéos euh, comment naît plus ou moins cette psychologie scientifique. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus ce soir? Comment tu as découvert ce qu'était la psychologie scientifique? Alors, comment j'ai découvert? Parce que justement, à l'université en France, et on a encore énormément de psychanalyse qui est
qui est dite encore comme psychologie actuelle. Bon, c'est une façon de voir les choses, hein. Ça, Pour c'est le moi, sujet épineux, hein, la psychanalyse en voilà. France. Encore dans beaucoup Pour moi, d'universités, elle est pratiquée, elle est enseignée. ouais, Toi, tu considères pas ça comme de la psychologie scientifique? voilà. Pour moi, mon rapport avec la psychologie, donc c'est très simple. En gros, aujourd'hui, je vois la psychologie comme une jeune discipline scientifique, hein, donc au même titre que la physique, la biologie, etc., qui, dans sa jeunesse, sortait de la philosophie. Okay, Mhm. donc, par exemple, en physique, des 4 éléments air, eau, feu, terre, on est arrivé aujourd'hui, scientifiquement, aux particules élémentaires, les bosons, les fermions, etc. Donc, de la philosophie, on est arrivé à quelque chose de physique et scientifique. Bah, pour moi, la psychologie, c'est un peu pareil actuellement, quoi. Je relaye au rang de la philosophie tout ce qui est du courant de la psychanalyse. Après, c'est mon point de vue, hein. Voilà. Et à partir de ces idées philosophiques et des observations isolées, c'est installé petit à petit une psychologie scientifique. Donc pour moi, selon moi, tout ce qui est relaté de la psychologie, de la psychanalyse typiquement freudienne, c'est juste l'histoire de la psychologie. C'est de la philosophie. D'accord. Pour toi, il y a un tournant scientifique. Ouais, de mon point de vue, la psychanalyse est de la philosophie. Ouais. Parce qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement que ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore d'études scientifiques comme quoi la psychanalyse, ça fait un apport particulier bénéfique. Alors, par Pour moi, c'est un démonstration petit peu. scientifique, tu entends les tests en double aveugle, les tests Par exemple, ouais. de la médecine moderne, par exemple, c'est ça? Mhm. Mhm. Pour Et toi, comme à la chaque fois, psychologie doit pouvoir se tester de cette manière et se démontrer de cette manière? yes, pour moi, oui. Oui. Ok. D'ailleurs, C'est... je peux citer, je, je peux citer une youtubeuse qui en parle justement de ça. Ouais, Alors, la chaîne YouTube s'appelle Epsitemo. Au lieu d'épistémo, c'est Epsitemo. Donc, il parle de psy, de psychologie, et d'épistémologie. ok. Euh, donc, Epsi, donc E-P-S-Y-T-E-M-O, Epsitemo. Donc, cette fois-ci, donc, c'est pas trop la vulgarisation, mais c'est quelqu'un qui en parle plutôt clair, je trouve, et évoque donc la psychothérapie du point de vue de l'épistémologie, justement. Comment on peut inscrire la psychologie et la psychothérapie au sein des connaissances scientifiques? C'est vraiment la question que tu t'es posée justement là. Alors moi, je suis encore à tâtons pour vraiment répondre là-dessus, mais c'est vraiment son domaine spécifique là-dessus, et elle en parle très très bien, je trouve. On a une question dans le chat de Oreds, qui est encore là ce soir et qui était là la dernière fois, donc salut à toi, qui demande concrètement comment on peut faire du double aveugle en psycho. Comment on peut faire Alors, pour que la personne qui fait passer un test ne sache pas quel type de quel est traitement, le de but du test? thérapie elle administre au patient. Ouais, alors on peut faire passer on peut donner par exemple à des psychologues, faire passer un test avec des consignes types sans lui dire à quoi sert le test, par exemple. Ok, Et donc non seulement le psychologue ne sait pas à quoi ça sert, enfin le psychologue ou le chercheur, mais aussi la personne qui passe le test ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Ça, on peut faire ça, par exemple. Mais sinon, souvent, ce qu'on fait en science, c'est que on mesure souvent des symptômes ou quelque chose qui va mal, donc une pathologie, oui. et on voit si ça a des effets bénéfiques sur le long terme, sur le long terme, court terme, ou après la thérapie cognitive ou la thérapie, etc. Et ce qui est d'autant plus difficile avec la psychanalyse, parce que ça s'étale sur des années, par exemple. Et c'est Ouais. souvent relaté sur le vécu subjectif. Donc c'est difficilement mesurable. Alors que en thérapie cognitive ou systémique, etc., on peut mesurer des symptômes qui on voit vraiment un effet bénéfique, par exemple, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais c'est vrai que les psychanalystes te répondraient que c'est pas que leur travail n'est pas forcément quelque chose qui se mesure, Ouais, voilà. qui est mesurable en tout cas dans le temps court, et que c'est quelque chose de plus profond qui va chercher dans ce que chacun est et qui prend beaucoup de temps. Euh, Ça pour toi, c'est pas de la vraie psychologie. Bah, c'est pas que c'est de la vraie psychologie, c'est qu'on peut pas dire que c'est de la psychologie scientifique. On peut pas l'évaluer. C'est juste ça pour moi. Pourtant, il y a Après, des publications en psychologie, en psychanalyse, qui essaient d'évaluer les effets qu'elle a. ouais, qui essaie. Qui essaient.
Et Sauf que jusque-là, toute thérapie autre que la psychanalyse est souvent bien plus efficace. alors, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc pour toi, il y a d'autres formes de thérapie qui sont plus efficaces que celle-là. Ouais. C'est pour ça que moi, je relaye la psychanalyse au rang de, c'est une vieille façon d'apporter une thérapie. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de meilleurs outils et de meilleures thérapies et quelle que soit la pathologie d'ailleurs. En fonction de la pathologie d'ailleurs, il y a des thérapies plus ou moins adaptées. D'accord. Alors, on a aussi des remarques de Lutine Brimborion qui dit la psychologie n'est pas forcément thérapeutique aussi. C'est vrai Oui, que exact. peut-être que toi, On parle de en thérapie jusque-là, neuropsy, tu as ouais, fait ouais. des tests différents de simplement est-ce qu'une thérapie fonctionne ou pas. D'ailleurs, c'est ce que tu nous as dit avec cette histoire de test de Stroop. Là, on n'est pas dans la thérapie. Non, ouais. Et c'est ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs dans la psychologie. C'est pas vraiment la psychothérapie, c'est vraiment la psychologie dans le sens décortiquer tous les petits fonctionnements qu'il y a dans notre tête, en fait. Ouais. C'est vraiment le D'accord. but de la psychologie. Comprendre comment, depuis la perception, arrive à un certain comportement donné. Donc, il y a plein de petits processus cognitifs à l'intérieur de nos cerveaux, de notre corps, etc. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la psychologie cognitive ou la neuropsychologie. Ouais, on peut dire ça. Après, dans la psychothérapie, il y a aussi de la psychologie cognitive. Les TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ouais. On pourra dire plutôt que c'est la psychologie, comment dire, pas appliquée, mais l'inverse, justement. La psychologie, c'est un terme spécial justement en recherche. Euh, c'est pas quelque chose appliqué, mais c'est quelque chose pour chercher comment fonctionnent les choses. Ouais. Ok, C'est un un peu terme comme de la recherche spécial. fondamentale, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, recherche fondamentale. Merci, super. D'accord. Voilà. Alors Lutine qui continue, qui dit pendant mes études de linguistique, j'ai passé plein de tests au labo de psycho. C'était souvent des étudiants en master qui faisaient tourner un bidule sur un ordi avec de l'eye Ouais. tracking ou autre. Donc là, ok, on est bien ailleurs que juste dans la thérapie, quoi. Mm. Une question de Oreds qui demande qu'est-ce qu'on a du coup à l'heure actuelle en données scientifiques qui répond à ces critères de recherche. Donc les TCC dont tu parles tout à l'heure, c'est ça? Ouais. En fait, thérapie cognitivo-comportementale et TCC, donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs variantes qui existent. Les thérapies systémiques, donc, qui sont plus sur la famille ou plus sur la relation d'un groupe, et c'est par Mhm. rapport au groupe qu'un symptôme naît chez une personne, grossièrement dit. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, toute autre approche, on a même des données encore maintenant sur les arts-thérapies, donc comme quoi la musicothérapie ou faire de l'art, etc., apporterait quelque chose de bénéfique dans une thérapie. Il y a pas D'accord. mal de choses maintenant. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, on en a entendu parler il y a quelques années maintenant, d'une histoire de crise de la reproductibilité en psychologie en particulier, Ouais. où il y avait très peu d'études finalement qu'on arrivait à reproduire à l'identique en utilisant les mêmes protocoles expérimentaux, ce qui voulait dire en gros que ce qu'on avait trouvé, c'était pas si fiable que ça, quoi. Ouais. Et, ouais, ouais. Bah, ça, c'est depuis toujours en psychologie. La science est tellement jeune, en fait, je pense qu'en fait, c'est comme mon mémoire de recherche, donc quand je faisais sur l'inhibition, qu'on prenait comme un processus à part entière en un seul. En fait, mon mémoire de recherche disait qu'il y avait plusieurs processus à l'intérieur de ce processus dit tout seul de l'inhibition. Et je Mhm. pense que beaucoup de thérapies et beaucoup de tests neuropsychologiques, c'est souvent ça. On évalue en fait beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on veut rechercher réellement. Il y a C'est beaucoup de difficile variables en fait. parasites, quoi, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça en gros. Ouais. Et du coup, c'est Par exemple, difficile d'attribuer une cause quand on a énormément de variables. ouais, par exemple, si on veut, je sais pas, vérifier les troubles moteurs faisant tourner des cubes, par exemple, et vérifier s'il met bien les cubes dans les bons sens, Ouais. on n'a pas non seulement les troubles moteurs qui entrent en jeu, on a aussi les visuels, parce qu'il faut voir les cubes. On a aussi, au fait, tout ce qui est visuospatial, parce qu'il faut voir comment on va tourner le cube, etc. Donc, à chaque fois, on n'a pas un seul processus cognitif dans Mhm. chaque test. C'est le gros souci, en fait, des tests neuropsychologiques. C'est pour ça, souvent, on en fait plusieurs qui évaluent normalement la même chose. D'accord. Pour essayer de séparer un petit peu les différentes variables. Ouais.
Ok. Ok. Et alors du coup, tout ce que tu as appris sur la psychologie, est-ce que ça a changé ton rapport avec toi-même, ton rapport avec les gens? Je sais que, enfin, moi j'ai fait une fac de psycho aussi jusqu'au M1, et c'est Ouais, souvent le retour qu'on a des gens, c'est ah tu vas m'analyser, tu vas ouais, c'est ça. me voir différemment. Est-ce que toi ça a changé quelque chose déjà par rapport à toi-même et par rapport aux autres aussi? Ouais. Bah, moi, je dirais carrément oui, hein, ça a changé le rapport, surtout avec les gens, en fait, parce que en fait, je suis parti de l'université de psychologie convaincu que la plupart des personnes puissent comprendre quelque chose, aussi complexe et scientifique que possible. Ce Ouais, qui m'a amené aussi un peu à la vulgarisation, finalement, ça, une motivation en plus, quoi. Donc, quelle que soit la classe sociale, le handicap ou le fonctionnement cognitif, quoi. Euh, En fait, je le dis parce que c'était vraiment un préjugé moi-même que j'avais, que finalement, pour comprendre des choses scientifiques ou des phénomènes particuliers, il fallait faire des études. Il fallait faire plusieurs années pour comprendre un phénomène particulier, super scientifique, hyper compliqué. Alors que finalement, il suffit juste de bien l'expliquer, de bien le vulgariser, voire de le raconter sous une histoire ou une analogie, quoi. ouais, Ouais. C'est vraiment ça, moi, le tournant qui est pendant l'université que ça m'a fait. d'accord. Et, euh, et alors, donc je voulais te parler un petit peu de ce que tu as fait dernièrement. Donc il y a ce dernier podcast que tu as fait sur mais où est donc ma mémoire dans le Ouais. podcast Science qui était super, hein. Moi j'ai écouté ça, j'ai appris pas mal de choses. Euh, pour toi, qu'est-ce que la psychologie scientifique sait de la mémoire aujourd'hui? En gros, dans les grandes lignes, parce que t'en as dit beaucoup dans ce podcast. Ouais. Il y en a pour 1h10, on va pas y passer 1h10, mais dans les grandes lignes pour les gens qui En écoutent ce gros, soir. euh, en psychologie cognitive et en neurosciences, on différencie deux mémoires, grossièrement. On a une mémoire actuelle avec laquelle on peut travailler dessus. Donc, comme par exemple retenir un nouveau numéro de téléphone, donc on appelle la mémoire de travail. Euh, on peut, euh, on peut aussi prendre l'analogie informatique, ce sera plutôt la mémoire vive, par exemple. Ouais, Et la deuxième mémoire, ce sera plutôt le disque dur, en fait. Ce serait ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc, qui stocke des choses sur le long terme, que ce soit des épisodes de notre vie, donc liés à des émotions, comme par exemple ce qu'on a mangé ce midi ou la dernière fois qu'on a réellement souri. Donc, en fonction des thèmes qu'on stocke en disque dur, par exemple des épisodes de notre vie, on appelle ça une mémoire épisodique. Donc, c'est une mémoire à long terme. Il y en a d'autres mémoires à long terme aussi, donc, que si c'est des connaissances, des définitions, des concepts flous, comme par exemple retenir les capitales par rapport à chaque pays, ça, on parle de mémoire sémantique. d'accord, Et si c'est des savoir-faire, des conditionnements, des habitudes, des routines motrices, comme le fait de savoir faire du vélo, ça, on appelle ça la mémoire procédurale ou la mémoire motrice. Donc tout ça, d'accord. c'est des mémoires à long terme, le disque dur en gros. Après, ça, c'est uniquement quelques bases élémentaires de ce qu'on apprend en cours, donc c'est des choses assez basiques. Mais en fait, depuis quelques années, on tend petit à petit vers une science des réseaux neuronaux, on va dire ça. On va dire une science des réseaux où tout se recoupe et pas vraiment des boîtes de mémoire. En fait, pour rebondir sur le dernier numéro d'Edgar Morin, que je n'ai pas encore lu, je me suis résumé, Edgar Morin pourra dire que on va tendre vers une science de la complexité. Une science où on fait des connexions, des liens, etc. En fait, nos mémoires ne sont pas des boîtes séparées, où on met nos souvenirs dedans entre la boîte jaune, la boîte verte, etc. Ce serait davantage des traces mnésiques encodées ici et là dans notre cerveau, dans des zones Ouais, spécialisées. Et le souvenir serait la remémoration de toutes ces traces mnésiques ensemble, isolées, en un unique réseau neuronal ensemble. Donc, d'accord. si on veut, Le est-ce cerveau qu'on recolle prend, les morceaux, quoi. ouais, ouais. Si on prend un exemple, par exemple, si on prend l'exemple par rapport à la mémoire sémantique, si je vous dis jaune, acide, agrumes et ballon de rugby, tu me dis Citron. citron. Voilà. C'est un peu l'idée d'un réseau. Quand Ouais, tout est connecté ensemble, ça fait ressortir un concept ou un mot. On- En fait, si on reprend les termes d'Edgar Morin, justement, on peut parler presque d'émergence, comme des petites parties isolées, tout ensemble. Quand ils se mettent en réseau, il y a une nouvelle propriété qui en dégage. Ici, du jaune, acide, agrumes et ballon de rugby, de toutes les petites parties isolées, du réseau ensemble est sortie la nouvelle propriété qui est le citron, donc qui est émergé une nouvelle propriété, en gros. d'accord. Et par rapport à ces histoires de réseau
et d'aller rechercher l'info. Oui. Le podcast m'a fait penser à un truc que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, que j'ai pas du tout pris le temps de vérifier. Peut-être que tu en sais plus que moi. Que en fait la mémoire était déjà très peu fiable, ça on le savait déjà, mais Ouais. que en gros tous les ans à peu près, il y a une grosse partie de nos souvenirs, jusqu'à 50%, qui est faussée en fait, que le cerveau n'arrive plus à reconstituer correctement. Ouais. En fait, tout ce qu'on appelle mémoire et souvenir, souvent c'est des reconstitutions qu'on fait petit à petit nous-mêmes. Donc, par exemple, entre le goût, un petit truc visuel, un petit truc auditif, puis on essaie de rendre ça cohérent comme une histoire cohérente. Ouais. Moi aussi, j'ai du mal à me dire que ma mémoire est fiable, par exemple. On aura toujours, euh, par exemple, pour un même événement passé avec un ami, on aura toujours des choses qui vont diverger, que ce soit au niveau sonore, au niveau visuel, ou même, oh non, il s'est passé ça, alors que, en fait, on ne sait pas du tout. Mais justement, le fait de diverger de versions sur un épisode donné, c'est beaucoup source de conflits dans le monde, d'ailleurs. C'est ce que pourrait Ah, apporter la vidéo, les trucs comme ça, ouais. l'objectivité. Ouais. Donc maintenant, on peut éditer les vidéos. Donc, Ok. Et, euh, et donc tu as aussi travaillé, outre ce numéro sur la mémoire, sur donc un autre podcast donc qu'on abordait rapidement tout à l'heure, qui était sur l'hypnose. Là, pareil, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça marche? Parce que moi, je me souviens que c'était quand même très utilisé, ça a été très utilisé par Freud en psychanalyse. Puis après, il l'a abandonné, ouais. considérant que c'était pas fiable. Et puis Mhm. finalement, aujourd'hui, est-ce que ce serait pas plus fiable que ce que Freud imaginait? Alors, moi, de mes lectures, hein, pour moi, Freud, donc oui, il a utilisé au début Mhm. l'hypnose. Et pour lui, c'est pas que c'était fiable, c'est que en fait, pour lui, ça allait pas profondément. En fait, il était frustré comme quoi ça marchait des fois, mais il savait pas pourquoi. Et c'est de là qu'il a créé la psychanalyse pour aller beaucoup plus en profondeur des choses. Pour moi, enfin, de mes lectures, je comprends ça comme ça en tout cas. Ouais, ouais, Et c'est intéressant. ouais. Mais même durant la psychanalyse, par exemple, tout ce qui est transfert, contre-transfert, etc., ça vient un peu de l'hypnose également, hein. Mm. Ouais. Mais oui, Merci Lutine Brimborion pour le follow. Ouais, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Et donc, tu disais, ouais, aujourd'hui, l'hypnose, on sait que ça marche, c'est efficace. alors aujourd'hui, l'hypnose, scientifiquement, on sait que ça marche uniquement sur les troubles de l'humeur. D'accord. Tout ce qui est euh, tout ce qui est souffrance, donc douleur chronique, etc. Ça marche plutôt bien. Après, tout ce qui est autre chose, c'est discutable. Donc tout ce qui est hypnothérapie, c'est discutable. D'accord. Tout ce qui est hypnose médicale dans le sens pour anesthésier, genre réduire le nombre de médicaments d'anesthésion, ça, c'est scientifiquement prouvé. D'accord. Scientifiquement aussi prouvé que comme quoi ça peut stabiliser les troubles de l'humeur aussi, oui. Ok. Mais c'est limité à ça pour l'instant, quoi. Scientifiquement, oui. Ouais. Mais D'accord. sinon, si si dans le chat ou ceux qui nous écoutent ça peut être quelque chose de ludique carrément l'hypnose, hein, parce que ce qu'on vit, c'est vraiment une sorte de transe, ce qu'on appelle une transe, un état motivé de conscience. Donc c'est vraiment un état naturel, hein, entre l'éveil et le sommeil, mais c'est vraiment quelque chose d'assez perturbant qu'on peut vivre. Donc ça peut être ludique aussi. Il y a Lutine Brimborion qui dit ah oui, il y a même des gens qui sont complètement opérés sous hypnose. C'est quand même Ouais, surprenant. On peut faire ouais, une ouais, opération sans anesthésie juste avec l'hypnose, c'est ça? ouais, ouais. Mais pas en profondeur, hein. On va pas non plus chercher le cœur, juste comme ça. Oui, Là, ok. quand même, On on fait pas une endort. opération à cœur ouvert avec juste Non, une non. hypnose. Mais par exemple, chercher l'intestin grêle, le truc comme ça. Comment ça s'appelle là? Les petits trucs là. L'appendice, quand on veut perdre L'appendice, l'appendicite, merci. c'est ça? Super, oui, voilà. Par exemple, les petits trucs comme ça qui restent assez en surface, ouais, ouais, ça on peut. D'accord. Ok. Et donc, le but de l'hypnose, c'est de pas ne se centrer sur la douleur. C'est vraiment ça, en fait. C'est bizarre de dire, mais en fait, c'est presque d'accepter la douleur et de penser à autre chose. De dire, OK, la douleur est là, mais je vais penser à autre chose. L'hypnose, c'est un peu ça. C'est caricatural dit comme ça, mais c'est l'idée.
Ok, ça a l'air impressionnant. Tu disais qu'on pouvait s'amuser avec. Euh, Peut-être qu'il nous reste quelques minutes. Je vous propose que on puisse faire un petit test. Tu nous fais une petite séance de, je sais pas, relaxation, hypnose. Ouais, c'est plus de la relaxation qu'autre chose. Parce que Ok, faire l'hypnose, je suis pas moi-même hypnothérapeute, quoi que ce soit. Il faudrait même une induction. Donc, ce qu'on appelle une induction, c'est pour entrer en transe, bon, entrer en état modifié de conscience. Parce qu'il y a des petits outils, des petites techniques, comme par exemple le fait caricaturalement, le fait de fixer quelque chose comme une boussole ou un pendule ouais, qui fait de droite à gauche, le fixer, bah, qu'on voit dans les dessins animés ou quelque chose comme ça, bah, ouais, c'est c'est pas que vraiment dans les une films. induction qui existe. D'accord. C'est vraiment une induction qui peut exister, fixer un point à donner. Et le but, c'est d'endormir notre corps biologique, mais tout en restant conscient et éveillé. En gros, c'est le but de l'hypnose. Et on sait ce qui se Et passe dans le d'être dans... cerveau à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Il y a même, ouais, ouais, on a des corrélats neurologiques là-dessus, ouais, comme quoi c'est vraiment différent de la veille et du sommeil. C'est vraiment quelque chose entre les deux. C'est, euh, comment dire précisément? Ah, On est si vous encore voulez, conscient? ouais, on est toujours conscient. Sous hypnose, on est toujours conscient. Si ça marche pas, c'est qu'on est endormi. On dort. D'accord. C'est tout le point. On peut Le loupé, s'endormir c'est pendant une d'être séance endormi ou d'hypnose. être réveillé. Ouais. On peut s'endormir pendant une séance d'hypnose. Ah oui, on peut s'endormir, oui, tout à fait. Et du coup, c'est un peu un échec parce que c'est pas le but. Le but, c'est toujours avoir l'attention focalisée sur notre but dans l'hypnose. Par exemple, les hypnothérapeutes aiment dire que, mais ça, c'est pas scientifiquement encore prouvé, hein, c'est encore discutable. Les hypnothérapeutes aiment dire que si on est assez focalisé sur l'attention sur une consigne donnée sous hypnose, par exemple, je vais me sentir bien à la fin de l'hypnose, Ouais. eh bien, je vais me sentir bien à la fin de l'hypnose. C'est comme si on recalibrait notre disque dur interne. C'est comme si on disait à notre cerveau, hop, à la fin de machin, ou à un certain stimuli, tac, je vais voir bleu, ou alors je vais voir un éléphant rose, ou un truc comme ça. Ok. Ça, c'est ça, c'est ce que disent les hypnothérapeutes, etc. Et c'est ce qu'on peut vivre subjectivement parlant, mais scientifiquement, c'est encore C'est discutable. pas encore démontré. Ça fait un peu méthode Coué, où donc Coué c'était ce mec qui disait qu'on pouvait se soigner en se disant je vais bien, je vais bien, je vais bien, en se le répétant tout le Ouais, temps. Ça c'est ouais. pareil, ça a été démonté par la suite. Mais les Bah, la méthode. hypnothérapeutes pensent qu'ils peuvent y arriver. Bah, Monsieur Coué, à la base, il faisait de l'hypnose aussi, donc Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Euh, le fait de se réveiller tous les matins et dire je vais bien, c'est un peu l'idée, sauf que cette fois-ci, tu te dis pas je vais bien tous les matins, mais tu te dis je vais bien dans un état second, dans un état modifié de conscience. d'accord. Donc à un moment où ton corps est presque détendu, relaxé, presque Mhm. endormi, mais que tu peux inscrire l'information consciemment dans ton inconscient. En fait, en gros. C'est l'idée des hypnothérapeutes qui disent. En fait. Et au moment où tu sors de l'état d'entre-deux de l'hypnose et que tu retournes Mm. à ton état normal pour la journée, l'information est censée être inscrite Ouais, dans ta tête et mm. donc avoir une influence sur ce que tu vas vivre par la suite. Voilà. Et ce, de manière inconsciente. C'est-à-dire que, par D'accord. Ah exemple, oui, c'est inconscient. voilà, par exemple, enfin, c'est l'idée des hypnothérapeutes. Hein. Là, je suis pas encore sur quelque chose qui est discutable. Ouais. Mais par exemple, sous hypnose, quelqu'un qui est en état de modifié de conscience, en état de transe hypnotique, si le thérapeute dit dès que je vois une pomme, je vais sursauter, et inscrit ça dans son inconscient, ça va être inscrit dans son inconscient de manière inconsciente. Donc, on ne va pas le savoir consciemment quand on va être réveillé. Donc, quand on va se réveiller, etc., et dès que je vais voir une pomme, je vais sursauter. Je ne vais pas savoir pourquoi, mais je vais essayer de le rationaliser. Par exemple, la pomme m'a fait peur, ou un truc comme ça. Ouais, 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 On va se d'accord. raconter une sorte de petite histoire pour rationaliser le fait d'avoir agi de manière inconsciente comme ça. C'est vraiment D'accord. de manière inconsciente. Donc, on encode Ok. ça selon Oui, les donc tu vas pas hypnothérapeutes. chercher la Ouais. vraie cause, quoi, dans ta tête. T'en trouves Voilà, une autre. exactement. Et D'accord. c'est souvent ça, hein. En psychologie, c'est souvent ça, hein. Pour se remémorer des souvenirs des choses, on ne se remémore pas de toutes les choses d'un événement. On se rappelle pas de la manière dont on était habillé, Hmm. la manière, si c'était humide, s'il y avait un certain odorat, etc. On se rappelle juste de l'événement donné, quoi, ces éléments, les grandes lignes, quoi. On ne se rappelle pas de tout énormément. Ouais. Et d'ailleurs, ça,
c'est ce qu'on appelle la sémantisation. On part de la mémoire épisodique, donc, qui est liée aux émotions et des vécus personnels, vers la mémoire sémantique, qui est liée aux concepts et aux définitions. C'est un transfert entre ces deux. D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça recoupe l'épisode sur la mémoire. Oui, Ok. en effet. Petite séance de relaxation, ça te dit? Allez, Allez, moi je me prête à l'expérience. Faut se mettre dans une position particulière, on reste assis, on fait quoi? assis, ouais, ou debout. Si vous conduisez et que vous écoutez juste en audio, vous restez concentré sur ce que vous faites dans la route quand même. Ça vaut mieux. Non, voilà, l'idée de la relaxation, c'est donc vous fermez les yeux ou pas, c'est comme vous voulez. Ok. Et on va se concentrer sur quelque chose dont on ne se concentre pas normalement. Donc on va se concentrer sur des choses qui sont de manière vraiment inconsciente, qui se font de manière inconsciente. Donc basiquement, on peut se concentrer sur notre respiration. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ça, déjà, rien que le fait de se concentrer consciemment sur quelque chose qui se fait normalement de manière inconsciente, c'est déjà presque un état hypnotique, on pourrait dire. Après, on peut se concentrer aussi sur nos muscles, les muscles de notre nuque. Notre nuque n'était pas... Est-ce qu'elle est rigide? Est-ce qu'elle est bien détendue? Détendez-moi tout ça, toute votre nuque, détendez. Relâchez tout. Pensez aussi à votre mâchoire. N'est-elle pas trop serrée? Desserrez-la. Détendez votre mâchoire. Ah ouais, quitte qu'à descendre un peu, allez-y. Et puis vos jambes. Est-ce qu'elles sont croisées? Est-ce qu'elles sont tendues? Détendez tout ça. Et enfin, on va se positionner sur notre chaise ou debout, comme vous voulez, ou allongé, si vous écoutez allongé, de manière à l'aise. Donc, vous pouvez bouger un petit peu pour trouver la meilleure position possible. Donc, ne soyez pas trop voûté par rapport à votre dos, etc. Installez-vous confortablement. Et puis, on peut commencer, en suivant ma voix, à partir en voyage de manière imagée. Donc, détendez-vous. Imaginez visuellement la scène. Imaginez une étendue d'eau illimitée. C'est l'océan, si on veut. Il fait beau, l'océan est calme et vous vous baignez dedans. Vous vous laissez porter par une petite brise et de micro-vaguelettes d'un océan très calme. À la surface de l'océan, donc, vous êtes éveillé, pleinement éveillé. Et plus vous coulez, plus vous plongez, plus vous vous endormez en profondeur. Donc d'abord, vous coulez sous la surface de l'eau. C'est comme si vous vous endormiez. Et plus vous descendez en profondeur, moins il y a de luminosité. Et plus vous vous sentez dans un sommeil presque profond. Et intelligemment, c'est une analogie scientifique, ce que je viens de vous faire. Ce que je viens de nous illustrer à nous, là, ce sont les niveaux d'éveil scientifiquement établis, mais racontés par l'analogie des profondeurs. À la surface, vous êtes éveillé, et en profondeur, vous êtes en sommeil profond. L'endormissement serait en fait à peine au-dessous de la surface de l'eau. La profondeur est par analogie les niveaux d'éveil et de sommeil. Et on peut compléter cette analogie avec les niveaux d'éveil en ajoutant le niveau de conscience pour parler de ce que pourrait être vraiment l'hypnose. Donc le niveau d'éveil, c'est la profondeur dans laquelle on est. Donc à la surface, on est éveillé, à la surface de l'océan.
Et tout en profondeur, vous êtes presque endormi. Et on va ajouter un nouveau paramètre à prendre en compte dans notre analogie. C'est si nous, en tant que plongeurs, avons notre lampe frontale allumée. Plus notre lampe frontale éclaire l'océan, plus nous sommes conscients de ce qui se passe devant. Autrement dit, ce qui est éclairé est ce dont on est conscient, et tout ce qui n'est pas éclairé est tout ce dont on est inconscient, comme les phares d'une voiture en pleine nuit. On ne voit que devant soi. Le reste, on n'en a aucune idée. Eh bien, l'hypnose, pour vous faire comprendre l'état hypnotique, c'est de plonger en profondeur tout en gardant notre lampe frontale allumée. Pour sortir de l'analogie, c'est-à-dire s'endormir, endormir notre corps, tout en étant consciemment présent. Voilà comment j'expliquerai l'état hypnotique. Et pour sortir de l'état hypnotique, souvent on fait un décompte de 10 à 0. C'est comme si de la profondeur, on remontait petit à petit en surface. Donc 10, on est tout en profondeur, il fait presque noir, notre lampe légèrement allumée, on est presque conscient de ce qui se passe, et on remonte tout doucement. 9, 8, 7, on ressent une nouvelle fois notre corps qui est là, posé sur notre chaise, notre lit, peu importe, sur notre pied, quand on est debout. 6, 5, 4, tout d'un coup, on arrive proche de la surface. On peut ressentir des fourmillements dans nos pieds ou dans nos mains, comme si on se réveillait, tout doucement. 3, 2, 1. On voit la lumière du jour. On a presque nos yeux qui ont envie de se lever vers le ciel. 1, 0. Et nous voici en état d'éveil. Ok. Ah, c'est impressionnant. Et ça peut pas aider à s'endormir, ça, par exemple, les gens qui font des insomnies ou qui ont du Ouais. mal à s'endormir? Tout ce qui est relaxation, ça aide à endormir. Oui. Tout ce qui est hypnose, ça aide aussi à endormir. Oui. On peut même faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire s'auto-hypnotiser soi-même. Donc, par exemple, soi-même se dire qu'on va plus en plus en profondeur. Et à un moment donné, on est toujours conscient. Donc à un moment donné, on peut se dire, là, je vais m'endormir, tout doucement. Et on peut s'endormir. Ah ouais, ok. On peut faire ça. Donc, D'accord. j'ai pas pris une analogie visuelle au hasard. C'était aussi pour expliquer ce que Ouais, ce que on a c'est appris des l'état trucs en même hypnotique. temps. Ok, Donc, c'était super j'ai pas intéressant. expliqué aussi, en fait, l'état hypnotique, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Hein. Donc, souvent, on prend l'analogie du conducteur en voiture. En fait, on est tellement habitué à conduire que notre conscience, on est un peu dans la lune, en fait. On peut penser à autre chose tout en conduisant. C'est vrai. Ça, c'est déjà un état hypnotique. Ce que j'aime bien prendre aussi pour faire comprendre aux personnes ce que c'est un état hypnotique, c'est quand on est à fond, complètement absorbé dans un livre ou dans un jeu vidéo ou dans un film. Notre attention et notre conscience est tellement dedans qu'on Ouais, a oublié qu'on était dans une salle de ciné ou dans notre lit ou que notre corps avait froid ou faim. Et c'est ça, vrai. c'est un état hypnotique également. Voilà. D'accord. Donc, normalement, tout le monde a un peu vécu ce que c'est vraiment un état Ouais. hypnotique. Hmm. Et même là, tu vois, quand tu disais détendre la mâchoire, détendre les muscles de la nuque et tout, je sentais vraiment la différence, quoi. C'est un truc auquel Ouais. on pense pas, puis ça change vraiment l'état dans lequel on est, même l'état Ouais. général, quoi. C'est l'état de se focaliser sur des choses normalement inconscientes. Ça, c'est déjà aussi un état presque hypnotique. D'accord. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié le chat. Envie de bailler, dit Luc Brun Brouillon. Ok. Moi ça va, ça m'a fait du bien, mais je me dis que si jamais j'ai du mal à m'endormir un soir, peut-être que je tenterai le coup. Et ben écoute, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Merci beaucoup. Je voulais juste te poser deux dernières questions Ouais. avant de terminer.
Euh, Est-ce que tu as des auteurs ou des bouquins favoris en psycho que tu voudrais nous recommander? En psycho, j'aime beaucoup Damasio, D'accord. Antonio Damasio, en neuropsychologie, qui a écrit L'erreur de Descartes. Ouais. C'est pas un ouvrage purement scientifique, parce qu'il romance aussi un peu ça. Donc c'est ça que je trouve vraiment cool aussi là-dessus. D'accord. Et il remet en place les émotions, comme quoi ça aussi sa place dans la prise de décision. En fait, il remet en cause, il appelle ça l'erreur de Descartes, parce qu'il remet en cause comme quoi la différence entre rationnel et émotionnel, c'est pas vraiment quelque chose d'opposé. Ouais. L'émotion peut aussi être là de manière rationnelle pour prendre des décisions. D'accord. Et donc Antonio Damasio, c'est un psychologue, hein, on est d'accord. C'est un, Neuropsychologue. c'est un psychologue neuroscientifique, ouais. Ok. Est-ce que tu en as un autre? Je vais vous mettre le lien dans le chat. Parce que j'aime bien lire aussi beaucoup, c'est Edgar Morin. J'aime beaucoup T'aimes lire bien Edgar Edgar Morin. Morin? Ouais, ouais. Ok, ça tombe bien, on Même vient de si, publier un même numéro si de pas la Sciences humaines science sur lui. pure, c'est plus de la philosophie, l'épistémologie, plus autre chose. J'aime beaucoup Ouais. lire Edgar Morin aussi, ouais. D'accord. Et bah tiens, je vais faire de la pub pour le magazine. Hop là, dernier Carrément. numéro sur Edgar Morin. Et c'est même moi qui ai fait l'entretien avec lui, tiens. Ouais. Hop, instant auto-promo. Ok, Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire en tout cas. Bon. et tu disais que tu aimais bien écouter des podcasts, peut-être des chaînes Ouais. YouTube. Est-ce qu'il y a des recommandations aussi que tu aimerais nous faire? Alors, j'ai déjà recommandé donc Epsitémo. Donc c'est pas trop la vulgarisation, mais c'est quelque chose entre psychothérapie et comment on peut voir la psychologie et la psychothérapie au sein Ok, des connaissances scientifiques, donc au sein de l'épistémologie. Sinon, au niveau de la science et la psychologie en vulgarisation, il y a la chaîne YouTube PsychoQuack. Je peux ok. mettre le lien dans le chat. Alors, je vous mets d'abord Epsitemo. Hop, je vais le mettre avant, comme ça on se trompe pas. Hop là, Epsitemo, c'est ça. Et tu disais PsychoQuack. PsychoQuack, qui est plus sur euh, la pathologie, donc les troubles psychiques, etc. Ok, Et sinon, il y a la chaîne La Psy qui parle un peu plus de la psychologie en général. Donc on est plus trop centré sur la psychothérapie comme PsychoQuack. Donc avec elle, on s'amuse par exemple à répondre à des questions plus diverses comme à quoi ça sert la méditation d'accord. ou, ou alors, je sais pas, si on est, là, les exemples que j'ai, si nous sommes des êtres rationnels justement, ou alors à Ok, débunker plusieurs idées reçues comme quoi le cerveau reptilien, c'est une idée reçue, ou le fait qu'un psychologue soit muet en psychothérapie, c'est une idée reçue. ok. Bon, bah, je crois que vous avez de quoi bosser dans le chat là, votre psycho. Et en podcast, donc il y a Podcast Science. Et sinon, j'aime bien beaucoup aussi MetaChoc. Je sais pas si tu connais. Méta de choc. Oui, oui, tout à fait. Je J'aime vous mets beaucoup aussi le la lien. approche, très bienveillante. Tac, méta de choc. C'est vrai qu'ils ont des trucs sympas. Voilà, voilà. Tac. Super. Et ben, je vais refaire le tour quand même de des liens qu'on a. Donc, je vais mettre avant de partir. Hop là. Donc, Cléora, tu as ton site perso Ouais, qui parce que est maintenant je mets à jour. Ouais. clémentecole.fr sur lequel tu mets. Alors, j'ai vu que tu avais mis des vidéos que tu avais montées, c'est ça? Ouais, mais c'est des vieilles vidéos, hein, c'est un truc que j'ai pas mis encore beaucoup à jour, mon site internet. Ouais. Ok. Euh, il y a aussi donc ta chaîne Psychomap qui est là. Et donc vous avez le lien dans le chat tout de suite. Et puis le podcast Science, voilà. Si vous allez sur la page du podcast Science, vous tombez directement sur le dernier épisode qui est celui de Cléora. Mais où donc est ma mémoire? Et puis on peut te suivre aussi sur Twitter. T'es actif sur Twitter, ouais, Mhm. je vois que tu postes quand même régulièrement. Ouais, ouais, je suis très souvent sur Twitter. C'est le réseau T'aimes social bien sur ça? lequel je suis le plus souvent. T'es pas de ceux Ouais, on qui va dire, trouvent ouais, que Twitter est un passionné. réseau un peu trop violent, un peu trop
difficile à gérer Si, quand même. aussi. Faut sélectionner les tweetos, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, et donc voilà, méta de choc dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'était super sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié que tu sois là. Merci au chat, merci à tous ceux qui Merci à nous ont toi, c'était regardés ce cool. soir. Donc nous, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain. Ça sera certainement à 18h. Si jamais il y a un changement, ce sera marqué dans le planning de la chaîne, mais normalement ce sera 18h. Et on sera là avec les journalistes de la rédac. Voilà, pour discuter un petit peu de nos dossiers du moment. Un live un peu chill, donc n'hésitez pas à ramener vos questions, vos remarques, tout ce que vous avez envie de dire. On sera dispo pour en parler avec vous. De rien, Lutine Brimborion, c'était avec plaisir. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous et à très bientôt.